RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre magazine Mise au point, mesdames et messieurs. En tout cas, nous sommes là toujours pour vous servir avec des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous allons nous lancer du côté du gouvernement et de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, où il y a des accords qui ont été signés pour le bon fonctionnement des administrations et pour le bien-être des agents et fonctionnaires de l'État. Où en sommes-nous aujourd'hui? En tout cas, nous allons évaluer les différents accords qui ont été signés avec le gouvernement. Et nous avons sur ce plateau pour ce faire le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique ainsi que le président en exercice de la Confédération syndicale du Congo, Fidèle Kiyange Matangila. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur les journalistes. Très heureux de vous retrouver sur ce plateau de mise au point pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Merci. Alors, je le disais tantôt, les accords ont été signés entre le gouvernement et le banc syndical de l'administration publique, notamment le protocole d'accord de Bibois dernièrement. Monsieur le Président, si vous pouvez nous rappeler quelles étaient les clauses de cette rencontre de Bibois. Qu'est-ce qui était convenu entre l'administration, le banc syndical et le gouvernement congolais? Merci, monsieur les journalistes. Beaucoup de choses ont été convenues. Beaucoup de convenances ont été trouvées. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a d'abord cet accord qui part de 2018, que vous connaissez, qui voulait que l'huissier puisse avoir $200 en salaire de base et qu'en 2021, ces derniers devraient avoir ces $200. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Je suis triste et peiné de vous dire qu'en 2025, l'huissier a $80 au lieu de $200. Vous pouvez vous imaginer la patience du fonctionnaire congolais. Un accord signé en 2018 pour que l'huissier ait $200 en 2021, mais nous sommes en 2025, il a $80. C'est tout vous dire. Et en ce moment-là, on ne cherche pas qui pousse les fonctionnaires, qui pousse les syndicalistes. Là, c'est très bien. Donc, vous dire que rien n'a été fait sur cet accord-là, bien que nous l'avons renouvelé en 2024, où nous avons convenu avec le gouvernement que l'huissier devrait avoir $130 payables au taux budgétaire en avril 2025. Nous attendons voir qu'est-ce qui sera fait pour que nous puissions dire si le gouvernement a tenu à l'engagement ou pas. Mais si le gouvernement ne tient pas à l'engagement, la question qui se pose tout de suite, que faire? Nous allons y arriver alors. Deuxième convenance, oui, c'est ce fameux salaire complémentaire de 50 000 que nous avons convenu à Bibois pour dire que non, il faut donner les 50 000 pour, en attendant qu'on atteigne les $130 en avril. C'est depuis le mois d'octobre que cela est d'application, en principe tel que nous l'avons convenu, mais jusqu'au moment où je vous parle, le gouvernement n'en fait même pas son souci. Autre accord, nous avons convenu avec le gouvernement qu'au mois de janvier, on devrait avoir la politique salariale, mais le gouvernement prépare la politique salariale sans impliquer les syndicats.
Ils veulent faire de cette question-là une affaire personnelle du gouvernement. Les ministères de la fonction publique, les mâles, ils font du bon travail, mais le mal, c'est de croire que c'est un ministère de décision unilatérale. Non. Lorsque vous êtes le DRH d'un pays, vous n'avez pas de décision à prendre seul. Toutes les décisions doivent être prises de façon concertée. Oui, justement, au mois de janvier, vous l'avez dit, était prévu la tenue d'une commission paritaire afin de statuer sur la politique salariale, n'est-ce pas? Et vous dites qu'aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Finissant. Rien n'est fait. Mais rien n'est fait. Aucune convocation. Le gouvernement s'organise à préparer des histoires sans que nous soyons informés. C'est la semaine passée qu'on est allé poser la question au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour lui demander, mais vous voulez faire la politique salariale pour vous, les membres du gouvernement, ou pour l'administration publique congolaise? Si c'est pour l'administration publique congolaise, nous devons participer déjà au départ, jusqu'à la fin. Vous ne nous faites pas participer au milieu pendant que vous avez préparé des choses sans nous. Bon, il nous a dit... C'est un problème sérieux aujourd'hui. Quand on sait qu'il y a ce que vous appelez la base salariale à la fonction publique, ainsi que des primes qui sont variées d'une administration à une autre, avec une géométrie tout ça, très variable. Toutes ces questions-là, toutes ces choses-là, est voulu par le gouvernement congolais. C'est le gouvernement congolais qui en est les responsables. De donner à telle administration une telle prime, à une autre telle autre prime. Et il y en a même qui n'en ont pas. Tout ça, c'est voulu par l'administration publique congolaise, par le gouvernement congolais. Comment cela? Mais c'est eux qui décident de tout cela. Quand vous êtes dans les régies financières, c'est autre chose. Quand on est au ministère des Affaires sociales, le ministère de la Culture et Arts, le ministère des... Non, les régies financières sont des commissionnaires. Oui. Ils récoltent les recettes et on les rétrocède les 5%. Un point trait. Et pour les autres administrations? Pour les autres administrations, c'est là que vous êtes aux finances, au budget ou à la fonction publique. Justement, pourquoi ça doit varier? Est-ce qu'il n'est pas temps de donner à chacun selon son grade la même prime et puis le même salaire? Il faut la volonté du gouvernement. Tant que le gouvernement ne le voudra pas, ça ne se fera pas. C'est ça le problème. Le problème, c'est les gouvernements qui ne nous permet pas de mettre tous ces mécanismes-là en place pour des raisons qui leur sont propres. C'est ça la vérité, c'est le journal. Alors, quelle peut être la solution à ce problème? La solution, c'est la révolution des fonctionnaires. Le jour où les fonctionnaires vont nous demander la révolution, je pense qu'on ne cherchera pas qui est derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, nous posons les problèmes. Nous écrivons à la première ministre qui ne répond pas, qui ne dit mot. Alors que nous avons un protocole d'accord signé. Vous trouvez ça normal? Maintenant, les agents pensent qu'on nous a corrompus, nous. L'argent qui était destiné, par exemple, à la paye complémentaire a été donné aux syndicalistes. C'est comme ça que les syndicalistes... Justement, j'avais prévu une question là-dessus. On pense que vous êtes complaisant vis-à-vis du gouvernement. Vous êtes plus des accompagnateurs du gouvernement que de véritables syndicalistes. Nous sommes des Congolais. Vous ne militez pas, selon certains agents et fonctionnaires de l'État, pour la cause des fonctionnaires. Nous sommes Congolais. Nous avons signé l'accord pendant que le pays était inutilement agressé. On doit se le dire. Nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore une tension en interne pour donner raison, apporter de l'eau au moulin de ceux qui agressent pour rien le pays. Je regrette. On va y arriver. Pour apporter de l'eau au moulin des États-Unis, de la France, nous allons arriver à ça. De la Grande-Bretagne et autres qui agressent le pays. Sous le label M23 et Rwanda. Alors, selon vos investigations, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la paie complémentaire qui était annoncée depuis l'année passée, 2024? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que l'on puisse donner les 50 000 francs qui étaient prévus aux fonctionnaires? La volonté politique du gouvernement. C'est ce qui manque. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Ah bon?
On ne peut pas dire des choses à demi-mot. C'est le manque de la volonté politique. Pourquoi on ne payerait pas 50 000 francs congolais à celui qui devrait avoir 200 $ depuis 4 ans, 5 ans? Vous lui promettez 50 000 et vous ne lui payez pas. Pour que nous fassions quoi? À notre corps défendant, qu'est-ce qu'on doit faire? Mettre les agents sur la rue? Alors nous sommes aller en grève? Pendant que le pays est agressé? Ou faire quoi? C'est devant toutes ces questions-là que nous nous retrouvons. Mais que dire aux agents qui pensent que nous avons été corrompus? Que faire face à notre gouvernement qui fait face à une guerre? Nous sommes là devant toutes ces questions-là. Nous nous disons que faire? Mais le mal du gouvernement congolais, lorsque vous avez signé un accord et que vous sentez que vous ne saurez pas réaliser ça, appelez les partenaires. Parlez-en. Expliquez pour que nous ayons des éléments à donner aux travailleurs, aux fonctionnaires. Mais si nous n'avons pas ça, nous faisons quoi? Nous leur disons ce qui nous passe par la tête. Et après, on va dire non, ils ont fait ça parce que non. Voilà toute la... Nous sommes le 14 avril aujourd'hui. En principe, à la paye de ce mois d'avril, vous l'avez effleuré, le huissier devrait ou doit avoir ces 130 ou l'équivalent de ces 130 $ américains payables au taux bancaire. Les démarches sont en cours. Vous avez vérifié au niveau des finances. Le bon est passé, le go, on peut s'attendre. Vous pouvez certifier aujourd'hui les fonctionnaires. Vous savez, d'abord parlons-en de ces fameux salaires. Moi je suis fonctionnaire. Le salaire du mois de mars m'a été versé avant-hier. Pouvez-vous comprendre ça? Demain, c'est le 15. C'est la date prévue pour payer les salaires du mois d'avril, du mois de mars. C'était prévu Hein? Vous vous imaginez avant la fin du mois. C'était demain, c'est le 15. Ou plus tard, le 25 de chaque mois. Ou le 28. Non, le 28 pour parler... J'ai dit ceci. Demain, on devrait payer les salaires du mois d'avril. Nous sommes le 15, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a été donné Non, comme explication? Non, vous savez, c'est la guerre. L'agression du pays. Que tous nous condamnons. Parce que comme pour votre information, pour moi, ce n'est pas le Rwanda qui nous combat. Nous ne sommes pas en guerre contre le Rwanda. Ou contre le M23. Les Rwandais comme le M23, c'est une espèce de mercenaires de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne. Ce sont leurs mercenaires qu'ils utilisent pour attaquer le Congo. C'est ça la vérité. Ça, c'est mon analyse à moi. Les autres, qu'est-ce que ça peut faire son analyse? Les Rwandais et les M23, même les ISC, je ne sais pas comment on appelle ça, ISC, ce sont des mercenaires américains, mercenaires britanniques, mercenaires belges, français et allemands, qu'on utilise pour attaquer le Congo. Alors, parce que sinon, les États-Unis et l'Union européenne, la Grande-Bretagne, n'iraient pas signer des accords avec le Rwanda pour avoir les minéraux congolais que le Rwanda ne dispose pas. Alors revenons un peu à l'émission comme telle. Mais c'est ça le problème. Les 130 $ du huissier nous attendons, pour le mois de... Nous ne pouvons pas mettre la charrue devant le bœuf, nous attendons la paye du mois de... Est-ce que vous avez vérifié auprès de... Est-ce qu'il nous faut des finances... Mais non, puisque le bon de décaissement, je ne sais pas moi. nous avons signé l'accord, oui, ne nous a pas appelé pour dire qu'il a une difficulté. Pour nous, nous supposons que l'accord sera d'application. Pourquoi nous devons aller vérifier? On vérifie lorsque vous donne un son de cloche contraire. À ce moment-là, vous dites, bon, nous allons vérifier s'il y a un problème ou une difficulté. Mais vous n'avez pas un son de cloche. Nous avons demandé à Madame la Première ministre de nous recevoir en urgence avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pour nous dire si tous les accords seront tenus. Personne n'a répondu. Vous n'avez jamais été reçu? Non, je suis sincère. Même pas une réponse à notre lettre venant de la Première ministre. Mais qu'est-ce que nous allons retenir? Pour nous, nous retenons que les accords seront tenus. Et quand, si à la paye, cela n'est pas tenu, nous allons tirer des conclusions. Il n'y a pas de problème. Mais heureusement que vous reconnaissez que le pays est agressé. Il y a la guerre qui le pays dans est agressé, c'est vrai. On doit nous dire qu'il n'est pas payé parce que le pays est agressé.
Alors, quelle peut être la contribution des agents et fonctionnaires de l'État en cette période de guerre? Quelle contribution? D'abord, eux-mêmes, ils vivent cette situation-là, même sans la guerre. Qu'est-ce qu'ils vont encore faire, vous pensez? En dehors de la souffrance qu'on leur administre chaque jour qui passe. Qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que le fonctionnaire peut apporter comme contribution? En dehors d'une contribution peut-être morale, puisqu'ils ont déjà une morale blessée. Ils vont apporter quoi? Contribution morale. Par exemple. De manière disparate, il y a certaines administrations qui demandent aux agents de contribuer un peu, qui défalquaient quelques francs de son salaire. L'inspecteur général... Mais à votre niveau, au niveau de l'INAP, vous n'envisagez pas une action commune dans ce sens-là? Nous allons prendre ça sur quel salaire? Cette contribution-là, les fonctionnaires le prendraient sur quelle rémunération? Sur 80 $? Même si vous dites non, il y en a qui ont des primes. C'est combien les primes? Par rapport au loyer auquel les fonctionnaires font face. Ils vont prendre ça où? C'est moquer du fonctionnaire. Je demande même à l'inspecteur général, à la fonction publique, d'ouvrir des enquêtes, chercher à savoir quelle est cette administration qui demande aux malheureux fonctionnaires de se faire ponctionner même d'un franc congolais. C'est une contribution, tout fait nombre. Mais où est-ce qu'ils vont prendre ça? De leur salaire, bien entendu. Monsieur le journaliste, savez-vous que les fonctionnaires congolais n'ont pas d'indemnité de logement? Est-ce que vous savez ça? Et qu'en réalité, ils ne dorment pas. Comment ça? Ou soit qu'il dort, mais à la belle étoile. Mais lorsque vous ne lui donnez pas l'indemnité de logement, pour vous, gouvernement qui est son employeur, il dort où? Savez-vous que les fonctionnaires congolais ne tombent pas malades? Mais il y a un protocole d'accord qui a été signé dernièrement avec... il est où? Appliqué où? Pour la prise en charge... Nous avons signé une convention oui. Et elle est où? On ne l'a jamais appliquée. Même pas un début d'exécution, bien que signé par les 3 ministres. Pourquoi? Fonction publique, budget, finance. Il faut poser la question à la première ministre. Je vous pose la question à vous qui êtes sur le plateau ici. Non, la question, vous la posez à la première ministre. Vous êtes renseigné auprès d'eux, quelle est la réponse? Vous allez vous renseigner auprès d'eux parce qu'ils vous reçoivent ou parce qu'ils vous répondent au téléphone ou comment vous faites? Vous allez vous renseigner auprès de qui? Non. Vous savez que les fonctionnaires congolais n'ont pas d'enfants qui étudient. Parce que les indemnités familiales, les allocations familiales ne sont même pas payées. C'est à ce type-là, à ces messieurs-là que vous allez demander que nous venez à donner votre contribution. Il va prendre ça où? Voilà, on comprend pourquoi vous n'avez pas été favorable à ce qu'on a appelé la réduction du train de vie. Ce n'est pas nous qui n'avons pas été, au niveau des fonctionnaires de l'État. Qui n'avons pas été favorables. Le chef de l'État lui-même est revenu parce qu'on lui a... Il a compris que non, les fonctionnaires... On allait réduire quoi chez les fonctionnaires? Sur les 80 $, on lui remettrait quoi? 50 $? Non, ne nous moquons pas du fonctionnaire quand même. Hein? Il se sacrifie déjà pour le pays. Sa contribution, c'est le fait qu'il vienne travailler tout en sachant que je ne serai pas payé. Ou soit tout en sachant que les salaires qu'on me paye, ça ne me permet pas c'est autre chose. Les 2 bouts du mois. Donc c'est ça sa contribution. Il se sacrifie, les fonctionnaires se sacrifient pour le pays, même sans guerre, même sans agression. Il n'attend pas l'agression pour se sacrifier pour son pays. Personne n'accepterait ça. Personne. Nous avons convenu qu'on continue avec la mise à la retraite. Elle est où? Bloquée. Pas de moyens. Ça veut dire que nous allons encore revenir... Mais au moins, vous êtes content qu'on ait arrêté la mécanisation par rapport à la guerre, par rapport à la situation du moment. Il n'y a pas de mécanisation. Vous arrêtez la mécanisation. Donc, ce travailleur-là, qui est à Kaemba, qui travaille pour le pays, mais qui n'est pas payé. C'est à celui-là que vous dites, pendant une année, on doit continuer à ne pas te payer. Mais toi, tu dois continuer à travailler. C'est ça, arrêter la mécanisation. C'est demander à ces travailleurs qui est à Kikundu chez moi, dans le Kwenge,
Que bon, tu travailles au niveau du secteur Kwenge, oui. Tu n'as jamais été payé, non. Tu dois encore attendre une année. C'est ça, arrêter la mécanisation. Non. C'est inhumain. Ça, même la machine, hein, même si les fonctionnaires étaient des machines, même les machines, il faut les entretenir. Sinon, à un moment donné, les machines vont s'arrêter. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, monsieur le journaliste. Alors, quelle est la solution à tout ce problème? C'est notre pays à nous tous. Nous devons tous avoir le même degré de volonté, de sacrifice pour le pays. Nous nous sacrifions pour le pays. On se bat. On vient au travail, même sans salaire. Même si je sais que ce qu'on va me payer ne va pas me permettre de nouer les deux bouts du mois. Mais je viens au travail. Les fonctionnaires, c'est un peuple plus consciencieux. Vous n'en avez pas deux dans notre pays. Ah bon? Quand je parle du fonctionnaire, je voudrais parler de l'agent public de l'État congolais. Il est consciencieux. Militaires, policiers, magistrats, fonctionnaires, tout le monde, enseignants. On sait qu'on est sous-payé. Mais nous venons pour servir la patrie. Ça mérite des décorations. Alors, ça mérite des encouragements. Ça mérite des félicitations. Et derrière tout ce monde-là, il y a un groupe de syndicalistes qu'on appelle Intersyndical National de l'administration publique qui supporte le coût que devrait supporter le gouvernement pour calmer les jeux. Mais vous dire que parmi les accords, il y a la subvention destinée aux syndicats membres de l'INAP. Sur 10 milliards, le gouvernement nous a proposé, quand nous étions à Bibois, que je vais vous donner forfaitairement 1 milliard avant la fin du mois. Nous étions au mois d'octobre. Nous sommes aujourd'hui au mois d'avril 2025. Ces 1 milliard là ne nous ont jamais été versés. Mais nous sommes obligés, nous, de continuer à conscientiser les agents, leur dire que c'est notre pays. Alors, vous parlez vraiment avec le cœur. Oui, je parle avec mon cœur et je dis des choses qui sont vraies. Parce que le jour où nous allons dire aux agents que bon, nous sommes fatigués, ça sera fini. Le pays ne fonctionnera pas. Bah, heureusement que ce jour-là n'est pas encore arrivé et ne viendra pas, puisque nous espérons que des solutions seront trouvées. Alors, en vous suivant, c'est-à-dire que les différents protocoles d'accord qui ont été signés avec le gouvernement, rien n'a été expliqué, n'a été accompli par le gouvernement. Quelle est la suite maintenant? Qui estime que les fonctionnaires sont des machines. Et la suite? Comment ça va se passer après? Nous avons écrit à la première ministre pour lui demander de nous recevoir, pour qu'on en discute, pour qu'on parle. Elle ne nous a pas reçus. Elle ne nous a pas répondu. Nous ne disons rien, nous attendons la paix du mois d'avril. On attend, si rien n'est fait. Nous allons lire ce que la loi nous donne comme possibilité pour faire entendre notre voix. Il n'y a pas de problème. Alors, une autre question en rapport avec l'actualité, la situation des agents et fonctionnaires de l'État. Nous avons appris, il y a de ces agents, notamment dans la province du Nord Kivu, qui ont été mis en congé technique par le gouverneur militaire, par l'absentéisme plutôt avéré. En tant que président de l'INAP, quel est votre point de vue par rapport à ça? J'ai déjà donné mon point de vue. D'abord, le terme congé technique n'est pas de la loi. Ça n'existe pas dans la loi. Ce n'est pas une position administrative d'un fonctionnaire de l'État, ou même d'un travailleur, parce que je suis aussi président de l'Intersyndical National du Congo. Que ce soit du côté administration publique, que ce soit du côté code du travail, les termes congé technique n'existent pas. Ça, c'est des deux. Je pense qu'il faut être un non-congolais pour prendre une telle décision. Qui sont ces agents que vous mettez en congé technique? Ce sont ces agents qui vivent sous le coup de balles, qui sont dans des camps de réfugiés, qui sont séparés de leur famille. Il y en a qui sont bloqués là où ils étaient partis en mission. Ils n'ont pas les moyens de regagner leur lieu de travail. Ce sont ces agents-là que vous
ou travailleurs que vous dites qu'ils sont en congé technique. C'est malheureux. Vous n'avez pas été consulté par rapport à ça? On ne nous a pas consulté et tout le monde sait qu'on ne peut pas nous consulter pour ça. Que ce soit pour les travailleurs ou pour les fonctionnaires. Tu vas nous consulter pour nous dire quoi? Mais ces agents-là méritent d'être pris en charge doublement. Parce ils ont combien de foyers? Il est séparé de sa femme et les enfants. Il est dans un cas de réfugié. Il vit dans quelles conditions pour que toi, tu prends le plaisir de dire qu'il est en congé technique? Comment est-ce que nous pouvons dire ça? Comment? Alors que ceux qui sont les sinistrés, nous allons les assister. Les sinistrés. Les gens sortent de partout. Non, voilà, moi j'ai apporté. Ça c'est pour les sinistrés qui ont connu des inondations. C'est une bonne chose. Mais ceux qui vivent sous les balles, vous leur dites non, vous êtes en congé technique. Est-ce que vous avez écrit officiellement nous n'avons pas une décision officielle, nous n'avons pas vu la note officielle signée par une autorité déclarant ça. Les jours où nous l'aurons, nous allons y réagir. Parce que nous ne réagissons pas en l'air sans soubassement. Nous attendons les soubassements. Nous avons appris comme tout le monde. Mais nous voulons avoir les soubassements pour écrire au chef de l'État. Nous n'allons pas écrire au gouverneur, qui n'est pas notre partenaire. Notre partenaire, c'est le chef de l'État. Ou la première ministre, c'est tout. Voilà ce que je peux dire pour cette question-là. Monsieur Fidèle Kiyagi, vous êtes le président de l'INAP. Nous avons appris que le torchon brûle entre l'INAP, l'intersyndicale nationale de l'administration publique, et l'intersyndicale nationale du Congo. Quelle est la pomme de discorde à ce jour? Sur quel point vous ne vous entendez pas exactement? Non, à ce que je sache, sauf confusion. L'intersyndicale nationale de l'administration publique s'occupe des agents qui sont régis par la loi portant statut des agents de carrière et des services publics de l'État. Et l'intersyndicale nationale du Congo s'occupe des travailleurs qui sont régis par les codes du travail. Il ne peut pas y avoir une confusion là-dessus. Il n'y en a pas. Sauf si il y a des confusionnistes qui veulent créer la confusion. Et à ce moment-là, les textes vont les prendre à charge. Ça, ce n'est pas un problème. Moi, je suis le président de la Confédération syndicale du Congo. Depuis le 28 novembre 2024. À ce titre-là, la Confédération syndicale du Congo est un syndicat majoritaire. Au niveau de l'administration publique, tout comme au niveau des travailleurs régis par les codes, c'est la Confédération syndicale du Congo qui dirige et l'intersyndicale nationale de l'administration publique et l'intersyndicale nationale du Congo, mais dans le respect des textes qui régissent les uns et les autres. Point barre. Bon, nous avons trouvé une charte au niveau de l'intersyndicale nationale du Congo qui régissait cette structure, une charte qui viole la loi. Que dit la charte? La charte dit que l'intersyndicale nationale du Congo est gérée est dirigée par un coordonnateur. D'accord, qu'on l'appelle coordonnateur, qu'on l'appelle président, qu'on l'appelle porte-parole. Mais il vient d'où? Ils disent non, qui doit être élu. Élu par qui? Parce que nous tous, nous sommes élus par les travailleurs. Les travailleurs ont donné une place à chacun. Voyez-vous, il y a un arrêté du ministre qui publie les résultats, qui dit si les 157 syndicats qui ont obtenu au moins un siège, 12 sont les plus représentatifs. Et ce sont les 12 qui constituent les bureaux de l'intersyndicale nationale du Congo. Parmi les 12, il y a un qui est le plus représentatif. C'est la Confédération syndicale du Congo. On dit non, ce n'est pas la Confédération syndicale du Congo qui doit être soit les coordonnateurs, soit les présidents, soit les porte-parole, mais plutôt, on doit voter, on met en place une telle charte. Mais c'est en violation de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui,
une autre intersyndicale peut aussi se constituer par des autres syndicats, parce que les 12 ne constituent pas l'intersyndicale. L'intersyndicale, c'est les 157 syndicats qui ont obtenu au moins un siège lorsqu'il y a eu élection. Et l'arrêté du ministre faisant foi. Alors, quand j'arrive, on me dit que non, voilà, avec votre prédécesseur, on a eu des... Oui, justement, c'est la question que je voulais poser. Oui. Vous avez été majoritaire, vous avez gagné les élections. Oui. C'est vous qui devriez occuper les deux institutions, passez-moi le terme. Oui. Qu'est-ce qui se fait pour que quelqu'un d'autre occupe la tête de l'intersyndicale nationale du Congo? L'envie du pouvoir. Qui a donné La le tricherie. pouvoir à qui d'autre? Non, les amis se sont constitués à un groupe de rebelles, pour dire non, ce n'est pas le premier syndicat qui va commencer, qui va diriger. Ils disent non, mon prédécesseur n'avait pas une collaboration facile. D'accord? Mais il y avait un premier, il y avait un deuxième. Pourquoi ce n'est pas le deuxième qui a dirigé? Pourquoi vous êtes allé chercher le cinquième de l'époque? Est-ce que vous avez une réponse à donner? Oh non, nous avons fait les élections. Vous allez faire quelle élection? Parce que les travailleurs nous avaient déjà placé chacun à un niveau quelconque. Quelle élection vous faites? Ça devient de l'anarchie. Alors, Et maintenant... moi, j'arrive. Oui. J'ai demandé la charte. J'ai donné les amendements. Je demande qu'on analyse les amendements, qu'on les adopte, qu'on rentre dans la baisse du syndicalisme, qu'on rentre dans la loi. C'est tout ce que je demande. Si les gens persistent dans l'illégalité, dans l'irrégularité, c'est tout ce qui va me rester à faire. C'est de convoquer les 157 syndicats et mettre en place une intersyndicale qui respecte la loi. Parce que le code du travail est là. Il n'y a que le code qui est notre loi à nous tous commun qui nous dit comment nous devons être représentés. On me dit non, l'intersyndicale n'est pas dirigé par... n'est pas concerné par les codes et par l'arrêté du ministre. Alors, dans ces cas-là, dans notre intersyndicale, nous pouvons avoir aussi les non-élus. Si c'est ça la vérité. Mais si nous n'avons que les 12 viennent de quel texte? Ce n'est pas d'un texte inventé par vous. Voilà la difficulté. Bon, là, jusque-là, je dois dire sincèrement qu'une commission a été mise en place pour analyser les amendements. Est-ce que le grand problème, ce n'est pas un problème d'interprétation des textes, où Non. les textes que vous utilisez ne sont pas conformes aux réalités que Mais vous quel trouvez texte? sur le terrain? Personne ne peut avoir un problème d'interprétation des textes. Non, les textes sont clairs. Est-ce que les textes, on doit les interpréter? La loi, on ne l'interprète pas, la loi, on l'applique. Quand vous voyez quelqu'un commencer à donner des interprétations sur la loi, ça veut dire qu'il n'est pas dans les bons. Celui qui est dans la légalité n'interprète pas la loi. Mais pourquoi vous ne pouvez pas attendre alors les prochaines élections pour vous départager carrément? Pourquoi j'attendrai? Puisque vous avez trouvé le train déjà en marche, il y a quelqu'un qui parle au nom de l'intersyndicale nationale du Congo, Non. vous arrivez, vous allez faire play, vous attendez les prochaines élections. Non. Si les ministres, madame la ministre honoraire avait organisé les élections en 2023, c'était spécialement pour mettre fin à ce bicéphalisme, à cette violation de la loi. Je ne peux pas cautionner que celui qui n'est pas premier prend la place du premier. Ce n'est pas bon quand même, non? S'il n'y avait pas un arrêté qui publiait les élections, je comprendrais. Mais je ne peux pas accepter ça. Ça, ce n'est pas donner à la République la chance d'être bien gérée, les travailleurs d'être bien pris en charge. Ce n'est pas normal. Quel exemple nous donnons? Parce que nous avons des délégations syndicales dans les entreprises et établissements de toute nature. Qu'est-ce que nous allons faire si là aussi on venait de violer les textes? Nous allons devenir de qui? Des petits messieurs. Quelle peut être l'issue? L'issue, Oui. ce sont les amendements que j'ai proposés. Une commission a été mise en place. Nous attendons l'adoption et on va rentrer dans la régularité. Tu es deuxième. Il n'y a même pas de rotation. Et vous dire que dans leur charte là que je dénonce, ils ont prévu la rotation d'une année. Mais nous sommes à la 10e année depuis qu'ils ont signé la charte. Voilà. Il n'y a pas eu de rotation. Voilà, on a tout compris. Et même on violait leur charte. Alors ça, je n'accepte pas. Alors, on a tout compris. Avant de nous séparer, quand même une question d'actualité. Vous avez suivi, et, lors
du dernier Conseil de ministres, il a été décidé que toute suspension d'un mandataire public doit obtenir l'aval du président de la République. Vous, en tant que président de l'INAP, vous avez un commentaire à faire là-dessus? Quel est votre point de vue? Je suis d'accord. Pour ne pas donner la possibilité aux uns et aux autres d'abuser d'un quelconque pouvoir. C'est ça le problème. On suspend qui on veut, quand on veut. Mais alors, un mandataire est nommé par ordonnance. Pour qu'il quitte son poste, il faut qu'il y ait une autre ordonnance. Même si vous êtes son ministre de tutelle, tu veux le suspendre, mais tu dois recueillir l'approbation du Conseil des ministres. Puisque les conseils des ministres sont présidés par les chefs de l'État. Donc le chef de l'État doit autoriser, doit accepter. Et il peut le faire qu'avec des preuves qui démontrent que ce mandataire a commis une faute. Et le chef de l'État t'autorise. Peut-être qu'en attendant de prendre l'ordonnance, vous pouvez prendre une mesure intermédiaire. Une mesure qui, en attendant que l'ordonnance soit prise. Mais si tu te réveilles le matin parce que tu es ministre, parce que tu es vice-premier ministre, ou parce que tu es ministre, tu suspends quelqu'un qui a été nommé par le chef de l'État. Le chef de l'État apprend ça à la télévision. Est-ce que c'est sérieux? Non. Donc vous avez applaudi cette décision. Mais nous ne pouvons que l'applaudir. Et on ne peut que l'applaudir si on est Congolais et que si on veut être sérieux, on doit l'applaudir une telle décision. Ce n'est pas que nous encourageons les mandataires à commettre des fautes, mais c'est pour aussi les protéger. Il ne faut pas les laisser à la merci de leur tutelle. Ce n'est pas normal. Nous, à l'INAP, tout comme à l'INC ou à la Confédération syndicale du Congo, quand quelque chose est bien, nous applaudissons. Quand c'est mauvais, nous dénonçons, nous condamnons. C'est ça la vérité. Là, c'est une décision salvatrice. Le chef de l'État, on ne va pas lui dire que tel mandataire a commis telle faute, et le chef de l'État va vous interdire de le suspendre. Non. Pourquoi? Pourquoi? Mais il est président de la République, il doit avoir aussi la possibilité de vérifier ce que vous dites par ses canaux et être convaincu que ce que vous lui avez dit était vrai. Mais seulement et puis le chef de l'État ne doit pas seulement aussi consulter ceux qui prennent des décisions. Il doit aussi consulter les partenaires sociaux que nous sommes. C'est tout ce que nous demandons tout le temps. Que les chefs de l'État nous reçoivent. Ceux qui ont l'habitude de lui raconter des histoires, de lui dire des choses, de lui faire... Parfois, ce sont des faux rapports. Mais nous, on n'a pas de particularité. On n'a pas d'intérêt particulier pour aller dire des mensonges sur quelqu'un. Non. Voilà, on va finir l'émission. En tout cas, beaucoup de matière encore sur la santé de la Confédération syndicale du Congo. Ça va peut-être nécessiter une émission entière, mais en 30 secondes, quelle est la santé aujourd'hui de votre syndicat après votre prise de pouvoir? Elle se recherche. La Confédération syndicale du Congo se recherche. Et nous pensons que après le 1er mai, nous allons organiser une conférence de presse où nous allons donner d'abord notre bilan à mi-parcours, peut-être de 6 mois depuis que nous sommes là. Comme ça, nous allons vous donner aussi ce que nous voulons pour la Confédération syndicale du Congo, pour sa refondation. Parce que c'est la charge que le Congrès m'a donnée. Le Congrès m'a donné, non, le Congrès nous a donné. Parce que le Congrès a mis en place un bureau journalier où je ne suis pas seul. J'ai mes collègues avec qui je travaille. J'ai un bureau exécutif. Et la charge qu'on nous a donnée, que le Congrès nous a donnée, c'est de refonder la CEC. Et là, vous êtes vraiment en pleine refondation. Nous sommes en pleine refondation. C'est comme ça que je vous dis que la CEC se recherche. Et le moment venu, nous vous dirons qu'est-ce que nous avons mis en place pour refonder la CEC. Et aussi, qu'est-ce que nous comptons faire pour tous les travailleurs congolais, au nom étant les syndicats majoritaires, et qu'est-ce que nous comptons faire pour les fonctionnaires dans les jours à venir, parce que nous sommes les syndicats majoritaires dans l'administration publique. Wait and see, disent les anglophones. Monsieur Fidel Kiyangi, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Nous demandons aux travailleurs et aux fonctionnaires de rester vigilants. De rester vigilants. Notre patriarche Emery Lumumba, Patrice, nous avait dit que les droits s'obtiennent sous pression. Il faut toujours la pression. Mais si nous réservons aujourd'hui, c'est parce que le pays est agressé. C'est tout ce que nous voulons dire. Mais nous prions le Seigneur pour que cette agression barbare puisse prendre fin et que les Congolais vivent comme cela se doit, que la communauté internationale arrête avec son hypocrisie. Voilà ce que nous pouvons dire. Voilà, mesdames et messieurs, c'en est fini avec cette livraison de mise au point. Nous recevions pour vous M. Fidel Kiyangi, le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique et président de la Confédération syndicale du Congo. En tout cas, nous avons évalué avec lui les accords signés entre le banc syndical et le gouvernement congolais. Vous en connaissez vous-même la teneur, à vous de juger. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine avec un autre numéro. Au revoir. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA.